bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer à faire tourner le monde plus rond. Que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous au quotidien, les émotions. Les émotions, c'est un peu le fil conducteur de nos vies. Elles sont là en permanence, elles sont prêtes à colorer nos journées, alors un éclat de joie, une vague de tristesse, un souffle de colère, une douce tendresse. En fait, elles nous portent, elles nous freinent et parfois, voire même souvent, elles débordent. Mais au lieu de les subir, que diriez-vous d'apprendre à les apprivoiser et à mieux les accueillir ? Parce que les émotions ne sont pas là pour nous compliquer la vie, bien au contraire. Elles sont comme des boussoles. Elles nous montrent ce qui compte vraiment, ce qui résonne en nous. Elles nous guident, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Dans cet épisode, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de cet univers vibrant qui nous anime. Nous allons explorer d'où viennent nos émotions, ce qu'elles nous apportent au quotidien, mais aussi comment elles peuvent parfois nous freiner et nous bloquer. Nous découvrirons comment les utiliser de manière positive pour grandir, évoluer, et on abordera des pistes pour apprendre à les canaliser et à les apprivoiser pour en faire de véritables alliés dans notre cheminement. Alors, comment faire des émotions un moteur plutôt qu'un obstacle ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Dans notre société occidentale, on a souvent appris à éviter nos émotions comme si les ressentir pleinement était un signe de faiblesse. Pense à autre chose, il y a pire ailleurs, arrête de te morfondre. Ce sont des phrases que l'on entend régulièrement comme des tentatives pour étouffer ce qu'on ressent. Cette tendance à l'évitement va être renforcée par la peur de se confronter à des sensations qui parfois, il faut l'admettre, peuvent être puissantes, voire très inconfortables. Du coup, au lieu de laisser nos émotions s'exprimer, nous avons tendance à les intellectualiser, à dire « je me sens déprimé » en tentant de décrire un état général plutôt que d'identifier les sensations précises qui traversent notre corps. Or, une émotion n'est pas une pensée que l'on peut contrôler ou raisonner, c'est avant tout un phénomène physiologique et naturel. Les émotions, elles sont fascinantes parce qu'elles se situent à la croisée de notre biologie et de notre esprit. Elles sont à la fois ancrées dans notre corps et en même temps intimement liées à notre conscience. En neurosciences, on sait aujourd'hui que les émotions ne sont pas de simples réactions automatiques. Elles sont en fait des réponses complexes qui impliquent nos circuits neuronaux, notre mémoire et nos perceptions. Et du côté spirituel, on peut voir les émotions comme des messages de notre être profond, des indicateurs de ce qui se passe en nous. En fait, elles vont nous rappeler ce qui est important, ce qui nous anime et souvent, elles nous invitent à transformer notre manière de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Pour comprendre ce qu'est une émotion, il faut d'abord savoir qu'elle est déclenchée par un stimulus. Et ce stimulus, il peut être externe, comme un événement, une rencontre, un paysage, ou bien interne, comme une pensée ou un souvenir. Par exemple, la vue d'un coucher de soleil peut susciter de la joie, tandis qu'un souvenir triste peut venir raviver de la nostalgie. Dès que ce stimulus va être perçu, il va activer certaines zones de notre cerveau et notamment au niveau du système limbique qui est le centre de la gestion de nos émotions ainsi que l'amygdale qui est un petit peu comme notre détecteur de menaces et notre système d'alerte. Le cerveau va alors analyser ce stimulus et réagir en déclenchant ensuite toute une cascade de réactions dans notre corps qui vont entraîner des changements physiologiques. Les glandes et les récepteurs vont s'activer, le cœur peut se mettre à battre plus vite, les muscles se tendent
et des substances comme la dopamine ou l'adrénaline peuvent se libérer. Au final, toutes ces réactions biochimiques vont traduire en sensations corporelles ce que nous ressentons intérieurement, et c'est cette réponse corporelle qu'on va appeler émotion. Par exemple, quand on est amoureux, on peut ressentir des papillons dans le ventre, et quand on est en colère, on sent le visage qui rougit ou le souffle qui s'accélère. Et bien c'est là toute la beauté des émotions. Elles se manifestent physiquement, nous rappelant qu'elles sont bien réelles et qu'elles touchent notre être tout entier. Ensuite, le mental va prendre le relais et tenter d'interpréter ces sensations. Il va le faire en fonction de notre passé, de nos croyances et de notre humeur du moment, et il va pouvoir soit amplifier ou minimiser cette réponse. Par exemple, face à un public, une personne pourrait ressentir de l'anxiété et commencer à penser « je vais échouer », tandis qu'une autre, elle pourrait voir ça comme un stress positif pour lui donner de l'énergie, un peu comme un défi stimulant. Au quotidien, nos émotions influencent presque tout. La façon dont on va percevoir le monde, nos décisions, notre bien-être, elles sont en fait liées intimement à notre ressenti et à notre propre vision des choses, et c'est ce qui fait qu'elles sont uniques pour chacun d'entre nous. Chacun va donc vivre ses émotions à sa manière. Par exemple, face à une même situation, deux personnes pourraient réagir de façon totalement différente. Ce qui peut être source de colère pour l'un ne sera peut-être qu'une simple contrariété pour l'autre, voire même ne déclenchera aucune émotion particulière. Cette diversité va nous révéler qu'il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises émotions. Elles sont toutes légitimes et elles font toute partie intégrante de notre humanité. Les émotions, en fait, sont un peu comme des nuages qui vont traverser notre esprit. Elles surgissent, elles nous traversent, puis elles finissent par se dissiper. Elles ne sont pas là pour s'installer durablement, mais juste pour nous délivrer un message, pour nous faire ressentir quelque chose d'essentiel. Alors, tout comme on a une mémoire, on va dire cognitive, pour nous permettre de retenir les faits autobiographiques, les événements de nos vies, les connaissances, eh bien, on a également une mémoire émotionnelle. Cette mémoire émotionnelle, c'est un processus qui va nous accompagner dès les premiers instants de vie et qui va laisser en nous une empreinte aussi bien dans notre esprit que dans notre corps. Elle est un peu comme un fil invisible, un fil émotionnel, on pourrait dire, qui tisse ensemble toutes nos expériences et qui vont leur donner du sens et orienter même la façon dont on va pouvoir interagir avec le monde. Alors ce fil, il commence à se former bien avant notre naissance et au fur et à mesure des années, il va se renforcer et persister, même quand notre mémoire consciente s'efface en partie. Alors on va voir ensemble comment cette mémoire se construit, comment elle va influencer notre vie quotidienne et pourquoi elle résiste si bien à l'épreuve du temps. La mémoire émotionnelle ne va pas commencer à la naissance, en fait elle débute dès le ventre maternel. Et oui, en fait le fœtus ressent les émotions de sa mère, par le biais des hormones comme le cortisol quand elle est stressée ou la dopamine quand elle est heureuse, et bien ces émotions vont passer à travers le placenta et toucher directement le système nerveux du bébé en formation. Dans les dernières semaines de grossesse, le fœtus entend aussi des sons, par exemple la voix de sa mère, le rythme de son cœur. Et ces sons vont devenir des repères familiers pour lui et rassurants. Ce qui fait qu'une fois qu'il est né, il continue de l'apaiser en lui rappelant cette sensation de sécurité qu'il vivait dans le ventre maternel. Et c'est là en fait que va commencer cette mémoire émotionnelle qui va être plus basée sur des impressions au final et des ressentis que sur des souvenirs clairs. C'est comme ça que commencent nos premières expériences émotionnelles. Une fois né, l'enfant va commencer à accumuler des expériences qui vont venir étoffer cette mémoire émotionnelle. Chaque expérience marquante, par exemple comme une caresse, un regard bienveillant, ou même à l'inverse un conflit, va être enregistré par l'amygdale, qui est cette petite structure cérébrale du système limbique, le système limbique étant un peu ce qu'on pourrait appeler notre cerveau émotionnel, et qui va se concentrer, cette amygdale, uniquement sur l'intensité émotionnelle des événements sans enregistrer le détail et le contexte. Parce que ça, c'est le boulot plutôt de l'hippocampe qui, elle, va s'occuper de la mémoire du contexte. Du coup, un enfant qui vit souvent des moments heureux dans les bras de ses parents, il va associer naturellement ce geste à une sensation de confort et de sécurité. Et en grandissant, il retrouvera ce sentiment en étant simplement bercé ou en tenant une main qu'il aime. Ces liens, en fait fondés sur des émotions, vont se multiplier au fil de notre vie et vont créer des réponses instinctives et automatiques qui sont un peu la base de notre mémoire émotionnelle. Alors à quoi elle sert cette mémoire émotionnelle ? Eh bien la mémoire émotionnelle, c'est un peu un guide qui va nous aider à naviguer dans le monde dans lequel on vit. Parce que grâce à elle, on peut évaluer des situations et réagir très rapidement, parfois même inconsciemment, en fonction de nos expériences passées. Par exemple, une personne qui a eu une mauvaise expérience avec les chiens dans son enfance pourrait ressentir de la méfiance ou de l'inconfort ou de la peur en croisant un chien dans la rue, même si ce dernier semble plutôt amical.
Et bien cette réaction, c'est le fruit d'une mémoire émotionnelle qui nous aide à éviter les situations potentiellement dangereuses ou désagréables qui ont été enregistrées dans notre amygdale. Alors cette mémoire, elle va influencer également nos comportements et nos choix. Si on a certaines situations qui sont associées à des souvenirs agréables, alors on sera naturellement poussé à les rechercher, à les reproduire. Par exemple, un enfant qui a souvent ressenti de la joie en jouant au bord de la mer pourra, à l'âge adulte, ressentir un apaisement particulier quand il sera au bord de la mer. A l'inverse, des souvenirs désagréables peuvent aussi nous amener à éviter certains environnements ou certaines relations. C'est pour ça que la mémoire émotionnelle, elle joue un rôle fondamental dans nos liens avec les autres. Les premières interactions, et surtout celles avec nos parents, elles vont influencer toute notre vie affective. Un enfant qui va se sentir aimé et en sécurité pendant l'enfance, il va avoir tendance à développer en grandissant une capacité plus facile à faire confiance et à s'ouvrir aux autres. En fait, ce sont des liens profonds qui se forment grâce à cette mémoire émotionnelle. En vieillissant, cette mémoire devient tellement intégrée qu'elle agit de façon presque automatique. C'est pour ça qu'on peut ressentir parfois de l'anxiété dans certaines situations sans savoir vraiment pourquoi, simplement parce qu'au final on a déjà vécu une expérience difficile dans un contexte à peu près similaire avec la même coloration. Et parfois, même si on n'a plus de souvenir précis de ce qui s'est passé, l'émotion qui est associée à cette situation, elle peut ressurgir quand même. Par exemple, on peut se sentir triste en écoutant une vieille chanson et pas forcément se rappeler de l'événement auquel elle est liée. On a juste la mémoire de l'émotion au final. Alors même si c'est parfois un petit peu déroutant, ça nous montre à quel point la mémoire émotionnelle va façonner notre vision du monde et notre manière de l'aborder. Elle est si solidement ancrée en fait dans notre cerveau qu'elle persiste même quand il y a d'autres formes de mémoire qui commencent à s'affaiblir, comme c'est souvent le cas malheureusement pour les personnes atteintes de démence ou d'Alzheimer. Alors chez ces personnes, en fait, la résistance de la mémoire émotionnelle est due au fait que dans les maladies dégénératives, ça va d'abord affecter l'hippocampe qui, elle, va traiter la mémoire des faits et des événements, tandis que l'amygdale, qui va enregistrer plutôt la charge émotionnelle, elle est épargnée beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça qu'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou des démences séniles qui peuvent s'apparenter et qui ne peut plus se souvenir du tout du nom de ses proches, elle pourra quand même ressentir une sensation de bien-être ou d'amour en leur présence, elle va se souvenir en fait des émotions. Elle peut au final réagir émotionnellement à une voix familière, à une mélodie de son enfance ou à un parfum particulier, parce que ces stimuli vont évoquer chez elle des souvenirs émotionnels profonds et que l'amygdale continue de les préserver. Et du coup, cette mémoire émotionnelle, ça devient un pont précieux dans la vie affective de la personne et ça va permettre des moments de connexion, alors que des fois le langage et la mémoire consciente vont finalement être estompés, voire avoir disparu. Et ça va expliquer aussi pourquoi certaines routines, certaines musiques ou certains objets vont pouvoir avoir un effet apaisant chez ces personnes-là, parce qu'en fait, ils vont évoquer des souvenirs profondément ancrés dans leur mémoire émotionnelle, et ça va du coup assurer une continuité affective malgré la perte de repères cognitifs. Donc pour résumer, cette mémoire émotionnelle, elle va se construire dès la vie fœtale, elle va être influencée par les émotions maternelles et les stimulations sensorielles. Elle va s'ancrer au fil des expériences. Du coup, elle vient pour nous guider, elle va influencer nos comportements et renforcer nos liens affectifs, comme on l'a vu, et elle va persister même dans les moments difficiles. En bref, en fait, c'est un peu un fil conducteur, un lien entre notre histoire affective et ceux qui nous entourent. En fait, c'est elle qui nous rappelle que même quand les mots s'effacent, les émotions continuent de nous relier et de tisser des liens avec ceux qu'on aime. Alors parfois, on a tendance aussi à confondre émotions, sentiments, empathie et hypersensibilité. Alors pour bien comprendre les différences, imaginez cette scène. Une amie s'approche de vous, visiblement triste. Et là, vous ressentez vous-même une vague de tristesse. Mais est-ce que c'est votre propre émotion ou celle de votre amie qui vous traverse ? Cette tristesse est-elle juste passagère ou va-t-elle s'installer en vous au-delà de la conversation ? Peut-être même ressentez-vous cette tristesse encore plus intensément que votre amie. Eh bien, c'est ce genre de questions qui révèlent les nuances entre ces notions qu'on a tendance à mélanger, mais qui pourtant jouent chacune un rôle unique dans notre vie émotionnelle. Alors commençons par les émotions qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, des réactions spontanées et brèves, un petit peu à l'image d'un éclair qui va illuminer brièvement le ciel intérieur. Elles vont arriver soudainement, avec une force parfois déclenchée par ce qu'on perçoit, qu'on pense ou qu'on vit sur le moment. Par exemple, s'il y a une voiture qui vous coupe la route, vous allez ressentir tout de suite une montée de colère, et puis après ça passe. C'est ça une émotion. Elle nous aide à réagir instantanément à ce qui nous entoure et à exprimer ce qu'on ressent dans l'instant. Les sentiments, eux, ils sont plus durables. C'est un peu la suite de l'émotion, une version, on va dire, réfléchie de l'émotion. Quand une émotion persiste et s'alimente de nos pensées, elle devient un sentiment.
Si on revient à la voiture qui nous a coupé la route tout à l'heure, si la colère ne retombe pas, elle peut se transformer en une irritation plus diffuse, un agacement général, et ça peut nous suivre toute la journée, ou bien encore même une méfiance envers les autres conducteurs tout le temps où on sera sur la route. Et bien à ce moment-là, l'émotion brute va laisser la place à un sentiment qui lui peut rester des heures, des jours, voire bien plus longtemps, et qui va se teinter de notre propre interprétation de l'événement. Alors passons à l'empathie. L'empathie, c'est notre capacité à se mettre dans la peau de l'autre, à ressentir ce qu'il traverse tout en gardant notre perspective. Et là, j'insiste sur ce point, car bien souvent, on a tendance à se fondre dans l'émotion de l'autre, et là, ce n'est plus du tout de l'empathie. Alors, il existe deux types d'empathie. L'empathie cognitive, où on va en fait comprendre ce que ressent l'autre sans le vivre nous-mêmes. Par exemple, vous voyez un collègue qui est stressé, et même sans vous sentir stressé, vous comprenez ce qu'il ressent. Puis, il y a l'empathie émotionnelle, qui va nous intéresser un petit peu plus dans cet épisode, où on ressent directement l'émotion de l'autre. Par exemple, la tristesse de l'ami de tout à l'heure peut nous toucher au point de l'éprouver en nous-mêmes. Alors, les émotions et l'empathie sont évidemment bien souvent liées, et pour autant elles ne fonctionnent pas de la même manière. Les émotions vont être personnelles, elles vont être issues de notre propre vécu, alors que l'empathie, elle va se tourner vers l'autre et elle est déclenchée par l'émotion des autres. Alors que la tristesse personnelle pourrait venir par exemple d'un événement qu'on a vécu, eh bien la tristesse empathique, elle va se manifester en réponse à la peine de quelqu'un d'autre, et même si on ne partage pas cette expérience directement. Quant à l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité qui va bien au-delà de l'empathie. En fait, c'est une sensibilité amplifiée non seulement aux émotions, mais aussi à toutes sortes de stimuli comme la lumière, le bruit ou l'ambiance d'un lieu. Une personne hypersensible, elle va percevoir et ressentir tout de manière beaucoup plus intense que les autres et aussi beaucoup plus rapidement. Alors, par exemple, dans un lieu animé, elle va capter à la fois l'énergie des gens, les bruits environnants, les changements de lumière, et tout ça, ça peut créer une surcharge émotionnelle et sensorielle. De façon générale, les personnes hypersensibles, souvent, elles sont très empathiques. Mais cette sensibilité extrême, elle peut aussi les rendre vulnérables parce qu'elles absorbent facilement les émotions des autres, même sans le vouloir. Contrairement à l'empathie qui, elle, va s'activer surtout dans des contextes sociaux, l'hypersensibilité, c'est un état permanent. C'est un filtre qui va amplifier tout et pas seulement les émotions. Donc pour distinguer l'empathie et l'hypersensibilité, il faut comprendre que l'empathie, c'est une compétence relationnelle qu'on peut activer uniquement en présence des autres. Par exemple, un thérapeute peut ressentir les émotions de son patient, mais une fois que la séance est terminée, il arrive à s'en détacher. A l'inverse, une personne hypersensible peut être envahie par des émotions, des sons ou des lumières, même sans interaction directe avec des gens. En résumé, on pourrait dire que les émotions, les sentiments, l'empathie et l'hypersensibilité sont un peu 4 facettes uniques de notre univers intérieur. Les émotions, elles surgissent comme des réponses immédiates et intenses à une situation. Les sentiments, ils vont se prolonger dans le temps, ils vont être façonnés par notre réflexion. L'empathie va nous relier aux émotions des autres et l'hypersensibilité, elle va amplifier la façon dont nous percevons chaque aspect de notre environnement. En comprenant ces distinctions, on peut du coup mieux gérer notre expérience émotionnelle et valoriser nos qualités sans se laisser submerger. Alors revenons à nos émotions. On pourrait dire quand même que les émotions, c'est bien plus que des petites variations d'humeur passagères. En fait, elles vont influencer profondément notre corps, notre esprit et même les personnes qui nous entourent, comme on l'a vu notamment avec l'empathie. En fait, comme des ondes invisibles, elles transportent une énergie qui vibre dans l'univers. Et dans l'univers, en fait, tout vibre. Tout va émettre une fréquence, que ce soit des objets inanimés jusqu'aux pensées et aux émotions les plus subtiles, bien évidemment. Alors du coup, chacune de nos émotions a aussi sa propre vibration, comme une signature énergétique qui va nous impacter nous, mais également notre environnement. C'est pour ça qu'on arrive à sentir ce que ressentent les autres, parce que leurs émotions, elles vont résonner avec les nôtres. Tout se passe de façon énergétique. Alors, chaque émotion, elle va avoir sa propre fréquence, sa propre signature vibratoire au final, ce qui fait que des émotions positives comme la joie ou la paix, elles vont émettre des vibrations élevées et elles vont nous faire nous sentir plus légers, plus ouverts et même attirer des énergies similaires, donc positives. C'est un peu comme un aimant qui va attirer des expériences positives et harmonieuses à nous. A l'inverse, des émotions comme la peur ou la colère, par exemple, vont vibrer beaucoup plus bas. Elles sont lourdes. Elles ont tendance plutôt à fermer, à nous tendre et peuvent même nous pomper notre énergie et notre vitalité. Alors, imaginez ça un peu comme des notes de musique. Les émotions positives vont jouer une mélodie douce et apaisante et harmonieuse, tandis qu'au final, les émotions négatives vont sonner comme dissonantes. Elles vont créer des tensions, alors non seulement en nous, mais aussi autour de nous.
Quand on est dans une bonne énergie, on se sent aligné avec tout, un peu comme si on vibrait au rythme du monde, tout devient harmonieux et qu'on fait partie finalement de cette mélodie universelle. Et à l'inverse, des vibrations basses vont créer des blocages, des tensions et des déséquilibres internes. Ce qu'on ressent en fait va influencer notre vie et nos relations parce que notre énergie elle se propage et elle est ressentie par les autres, mais elle va aussi attirer naturellement des vibrations similaires. Donc les émotions positives, elles vont nous booster, tandis que les émotions négatives, ça peut véritablement venir nous pomper notre énergie. Et cela, ça s'explique entre autres par les réactions biochimiques qu'elles vont déclencher dans le corps et qui vont venir modifier notre état physique. Par exemple, quand on ressent de la joie, on peut sentir une montée d'énergie. Notre corps se fait plus léger, notre esprit est plus vif, on se sent plus dynamique et tout nous semble beaucoup plus lumineux. Et à l'inverse, la colère ou la tristesse vont alourdir notre corps, vont tendre nos muscles et vont laisser un épuisement mental et physique. Et bien quelque part, c'est un peu parce que la joie va déclencher une réaction biochimique avec des hormones, peut-être des hormones ce qu'on appelle les hormones du bonheur, qui vont du coup alléger et rendre plus agréable notre expérience, là où la colère va venir du coup tendre les muscles parce que l'information va être il va falloir se battre, donc ça va avoir un coût énergétique plus important qui va avoir tendance à laisser un épuisement aussi plus important. Donc on pourrait un peu dire que comme des sources d'énergie, les émotions positives elles vont nous alimenter, alors que les émotions négatives vont épuiser notre réserve. En un mot, en fait, nos émotions influencent directement notre vitalité. Donc nos émotions, elles impactent notre énergie, mais pas seulement. En fait, elles jouent aussi sur notre santé. Parce que l'énergie générée par des émotions positives va venir renforcer notre système immunitaire, réduire le stress et stimuler aussi nos capacités de guérison. A l'inverse, les émotions négatives qui vont être mal régulées, elles peuvent créer des blocages. Une colère refoulée, par exemple, peut s'installer en tension ou même en douleur chronique si elle reste enfouie trop longtemps. Une peur, ça va continuer de tendre notre corps, ça peut perturber notre sommeil, notre digestion et entretenir une tension musculaire constante. C'est un peu comme un nuage sombre qui s'accumule et qui finit par couvrir notre ciel intérieur. Donc les émotions vont traverser tout notre être et se manifester dans le corps de manière concrète également. C'est un peu un langage qui va nous permettre de savoir ce qu'on ressent, parfois même avant d'en être pleinement conscient. Comme ça, chaque émotion va trouver son propre moyen d'expression. Par exemple, face à la peur, notre cœur s'emballe, la respiration va s'accélérer, les muscles peuvent se tendre. La colère, elle peut provoquer des tensions dans la mâchoire, dans les épaules, un peu comme si le corps se préparait à réagir. La tristesse, parfois, elle va s'installer comme une lourdeur dans la poitrine, une fatigue pesante. Le stress chronique maintient le corps en état d'alerte et trop de cortisol peut finir par l'affaiblir et l'exposer à des maladies. Ces signes corporels sont le moyen pour le corps de nous parler de nos émotions et apprendre à l'écouter va nous permettre de mieux comprendre ce que nous vivons. Donc le lien entre nos émotions et notre corps est vraiment indissociable. Quand les émotions ne s'expriment pas, elles s'accumulent dans le corps, ce qui peut, comme nous venons d'en parler, amener des douleurs, des tensions ou même des problèmes de santé parfois un peu plus importants. C'est ce qu'on va appeler la somatisation. Et la somatisation, c'est un signal d'alarme que nous transmet le corps. Refouler ses émotions, c'est quelque part remplir un réservoir qui finira par déborder, provoquant des migraines, des douleurs et bien d'autres désagréments. Donc si on refuse de libérer, on va subir les effets physiques et émotionnels. En somme, notre corps, c'est un peu le miroir de nos émotions, et écouter ces signes, c'est entrer en dialogue avec soi-même. Donc plutôt de les ignorer, on peut les accueillir pour comprendre nos besoins émotionnels. Et savoir lire ce langage intérieur, c'est renforcer notre équilibre et nourrir notre bien-être. Et si nos émotions influent sur le corps, l'inverse est vrai aussi. Quand on a mal ou quand on est malade, le moral, en général, il en prend aussi un coup. Et d'ailleurs, il y a certaines dépressions qui sont même des réactions directes liées à des maladies. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'effet inverse, ça marche aussi dans le bon sens. C'est-à-dire que prendre soin de son corps, par l'activité physique par exemple, la respiration, les massages, ça peut influencer nos émotions, les aider à s'exprimer et libérer leur circulation. Donc comme vous le voyez, les émotions, c'est pas juste des petites réactions qui passent. En fait, c'est des véritables guides intérieurs. Et elles vont nous aider à naviguer dans la vie, à nous envoyer des signaux sur nos besoins, sur nos limites, sur nos envies. En fait, elles agissent un petit peu comme une boussole qui nous permet de mieux comprendre notre environnement et de pouvoir nous y adapter. Elles vont finir par nous aider à donner du sens et de l'intensité et de la couleur à notre vie. Alors les émotions, c'est aussi des moteurs de survie et d'adaptation. La peur, la colère, la tristesse, en fait, toutes ces émotions, elles jouent des rôles spécifiques. La peur, par exemple, elle va nous alerter d'un danger, elle va déclencher du coup un réflexe de protection qui peut se traduire par la fuite ou par la lutte. La colère, en fait, elle va nous aider à défendre nos limites, à dire non quand il faut et à nous respecter.
La joie, elle éclaire les moments où nos besoins sont satisfaits en renforçant notre lien et notre motivation à les répéter, parce que ce sont des expériences positives. Elle va nous pousser à rechercher ce qui nous fait du bien. Donc depuis toujours, ces émotions essentielles sont là pour nous protéger et nous permettre de nous adapter et de faire face aux défis de la vie. Mais les émotions, elles ont aussi un rôle clé dans notre vie sociale. Comme on l'a vu, ce ne sont pas juste des expériences personnelles, mais aussi des ponts vers les autres. Grâce notamment à l'empathie, qui est cette capacité de ressentir les émotions des autres, comme on en parlait tout à l'heure, et qui va nous permettre d'entrer en résonance avec eux et de pouvoir aussi les soutenir puisqu'on les comprendra mieux. Et bien, sans cette empathie, les relations, elles seraient beaucoup plus fragiles et la coopération peut-être plus difficile. Alors, dans la société, l'empathie, la compassion ou même la simple reconnaissance d'une émotion chez l'autre, eh bien, c'est un peu comme des fils invisibles qui vont tisser des liens harmonieux et solidaires les uns avec les autres. Après, on en parlait tout à l'heure, que les émotions, c'est un peu comme notre boussole intérieure. Chaque émotion, qu'elle soit agréable ou inconfortable, elle a un message à nous transmettre. On disait, la tristesse, elle peut signaler un besoin de réconfort ou d'acceptation face à une perte, par exemple. La colère, elle va peut-être nous alerter sur le fait qu'une frontière a été franchie, la joie que quelque chose nous comble. Même les émotions qui peuvent être classées un peu comme mal vues, elles ont quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Si on prend la honte ou la jalousie, par exemple, qu'on a tendance souvent à ignorer ou à réprimer, eh ben, elles vont révéler des aspects de nous qu'on a du mal à accepter. Et en les accueillant sans jugement, eh ben, on va pouvoir mieux se comprendre et grandir. En fait, c'est vraiment cette boussole qui va nous aider à naviguer dans la complexité de notre quotidien. Mais alors, parfois, les émotions, au lieu de nous guider, elles peuvent devenir des véritables obstacles. Trop d'émotions, pas assez d'émotions, ou encore des émotions qui sont bloquées, ça peut venir nous limiter dans notre capacité à agir et à interagir avec les autres. On va regarder de plus près ce qui se passe quand les émotions se transforment en blocage et quelles sont les causes et les conséquences. Alors on va commencer par la surcharge émotionnelle, un peu quand trop c'est trop, quoi. Imaginez un vase qui se remplit jusqu'à déborder. Eh bien, c'est l'image parfaite de la surcharge émotionnelle. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. En plus, quand on est très empathique, on va capter les émotions des autres comme une éponge. Une éponge qui va absorber jusqu'à atteindre son maximum de capacité. Et une fois saturée, je ne sais pas si vous avez vu une éponge, elle ne peut plus rien absorber. Et à ce moment-là, toute nouvelle goutte d'eau qui passe, eh ben, elle passe directement sans pouvoir être absorbée, ou alors l'éponge finit par déborder et dégouliner. Et bien de la même manière, quand on accumule trop d'émotions sans les libérer, on finit par atteindre un seuil où on ne peut plus rien encaisser de nouveau. Alors pour les personnes hypersensibles, c'est un cran encore au-dessus. C'est-à-dire, non seulement ils vont être réactifs aux émotions des autres, comme on l'a vu, mais ils peuvent en plus être envahis par tout leur environnement sensoriel. Les bruits, les lumières, les atmosphères vont les affecter de manière complètement démesurée. Imaginez, c'est un peu comme un orchestre qui va jouer tous les instruments à la fois, même si la partition leur demande de jouer séparément. Et ben, c'est un peu l'effet d'un espace que peut ressentir l'hypersensible, qui va saturer tous ses sens et ses émotions. Et ben, le résultat de tout ça, la surcharge, va les fatiguer complètement émotionnellement et physiquement. Et donc pour se préserver, souvent on doit, en tant qu'hypersensible, se ménager des pauses et surtout se mettre dans un endroit où il y a un peu moins de stimuli. Donc ça veut dire que pour limiter la surcharge émotionnelle, il faut penser à vider son vase régulièrement. Et donc pour ça, déjà d'en prendre conscience. Et des moments où on se retrouve juste avec soi-même pour ne pas être impacté par tout cet environnement. Alors, on peut aussi étonnamment avoir une surcharge émotionnelle quand on a tendance à se concentrer trop sur ses propres émotions et qu'on ne cherche pas à les exprimer. Les émotions, elles vont finir par tourner en boucle et on est concentré tellement sur soi-même qu'on n'y arrive plus. Et des fois, du coup, pour calmer ce flot, eh ben, il faut essayer de regarder un petit peu moins ses propres ressentis et se tourner un peu plus vers les autres, s'ouvrir un petit peu plus, être moins égocentré. Alors, au-delà de la surcharge émotionnelle, il y a un autre phénomène qu'on vit très régulièrement, c'est un petit peu cette déconnexion entre nos émotions et puis notre cerveau pensant. Sous le stress, en fait, c'est un peu comme si notre cerveau émotionnel venait débrancher le cerveau logique. Et ça nous est tous arrivé. Par exemple, connaître une leçon sur le bout des doigts et au moment où on passe au tableau, où le professeur nous interroge, paf, trou noir. Et là, le stress va prendre le dessus et la peur de l'échec ou le regard des autres va nous couper complètement les connexions. Et plus l'émotion est intense, et plus on risque de basculer en plus en mode de survie, un petit peu comme si les seules réactions instinctives venaient prendre le dessus. Alors, ça va être du coup notre cerveau reptilien, ce cerveau qu'on appelle le cerveau primitif, qui va s'activer et va nous pousser à réagir par la fuite, par l'attaque ou par la paralysie, parce que lui, il a que ce genre de réponse, qui est quand même très très limité. Et donc dans cet état, le recul devient simplement impossible, c'est-à-dire
À partir du moment où on est coupé de notre cerveau rationnel, celui qui va analyser, qui va nous proposer toute une palette de solutions, on se retrouve complètement sous le joug de nos émotions, limité à un éventail très très restreint de réponses. Et là où habituellement notre cortex, il pourrait nous offrir un large choix d'options, on se retrouve complètement bloqué, démuni. On est dans une tempête émotionnelle à laquelle il semble impossible d'échapper. Et ce phénomène peut alors transformer une toute petite inquiétude en une véritable éruption émotionnelle. A l'inverse, maintenant, certaines personnes peuvent être complètement coupées de leurs émotions, un peu comme si elles en étaient dissociées. Il arrive effectivement parfois qu'à la suite d'une multitude d'expériences douloureuses, ou même une seule mais qui a été très intense, ou aussi parce qu'on a grandi dans un environnement où exprimer ses émotions c'était vu comme une faiblesse ou même comme une faute, on en vienne à se dissocier de ses propres ressentis. Un peu comme si pour éviter la douleur ou la crainte d'être rejeté par le clan, on avait appris à les ignorer et à les étouffer. Ressentir, ça devient alors trop difficile, beaucoup trop risqué, et on va avoir tendance à repousser les émotions en les reléguant dans un coin totalement inaccessible. On pense naturellement ne pas être sensible aux émotions, et pourtant elles continuent d'exister, car en fait elles sont simplement naturelles et spontanées et on ne peut pas les contrôler. Mais coupées d'elles, elles vont se mettre à occuper un espace en nous, qui vont grandir jusqu'à ce qu'un jour, en fait, ça finisse par éclater et que ça prenne toute la place qu'on leur avait refusée avant. Parfois aussi, nos émotions restent bloquées. Par exemple, quand une émotion n'est ni reconnue ni exprimée ou qu'on la considère finalement sans importance, on se dit que c'est ni le bon moment, ni ça va pas être bien vu de la partager, et du coup elle va rester emprisonnée en nous. Et contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, en fait elle ne s'évanouit pas discrètement. Non, c'est pire, elle s'installe, et bien souvent à notre insu, et elle va se nicher très confortablement en nous et venir alourdir notre bagage émotionnel. Ce refoulement va alors créer un terrain favorable à tous les maux psychosomatiques ou à un mal-être profond. Et souvent c'est la peur de faire face à l'inconfort émotionnel qui nous pousse à éviter ces ressentis et on préfère les ignorer. Mais en fait c'est un peu comme une cocotte minute qui va être sous pression et qui retient toute sa vapeur, à un moment ou à un autre, les émotions finissent par exploser ou par imploser avec les effets destructeurs sur notre corps et sur notre esprit. Chez les jeunes enfants ou les personnes atteintes de démence comme la maladie d'Alzheimer, le phénomène est un peu différent et là je voudrais vraiment vous en parler parce que ça peut vous donner des billes en fait pour comprendre les choses. Chez les jeunes enfants, le cortex cérébral il est encore en plein développement. Et chez les personnes atteintes de démence, en fait, le cortex, lui, il est altéré. Les émotions, elles vont se manifester de façon complètement brute et entière. Parce qu'il n'y a pas le filtre du raisonnement, alors soit parce qu'il n'est pas encore construit pour les jeunes enfants, soit parce qu'il est altéré dans le cas des personnes qui ont des démences séniles. Et du coup, leur cerveau, qui va être beaucoup plus réceptif aux signaux émotionnels qu'à une analyse rationnelle, il va répondre instinctivement aux émotions qui les entourent. Alors cela, ça peut mener à une surcharge émotionnelle beaucoup plus rapide chez eux, avec aussi des réactions spontanées beaucoup plus vives et beaucoup plus instinctives, qui vont être guidées souvent par les réflexes primaires de notre cerveau reptilien dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est justement quand vous êtes fatigué ou stressé ou que votre journée a été un peu difficile, que vos enfants se montrent le plus turbulent et le plus difficile à gérer ? C'est parce qu'en fait, ils captent vos émotions sans s'en rendre compte de façon totalement inconsciente et ils y réagissent. De la même façon, un enfant peut s'agiter si ses parents sont tendus. Une personne âgée, atteinte d'une démence, elle peut manifester de l'agressivité en réponse à un climat qui peut être anxiogène pour elle. Du coup, quand vous les voyez s'énerver ou se mettre en colère, moi je vous invite à commencer à vous poser une simple question. Quel est mon propre état émotionnel en ce moment ? Vous voyez, ce phénomène, ça nous invite à prêter une attention particulière à nos propres émotions en présence de ces personnes, car elles vont y réagir beaucoup plus fortement que nous le pensons. Alors on parle souvent de gestion d'émotions, mais pour moi il serait essentiel de revoir notre conception des émotions non pas comme quelque chose qu'on doit apprendre à contrôler, à maîtriser ou à gérer, mais plutôt à accueillir, à réguler et à apprivoiser. Parce qu'en fait les émotions c'est des réactions naturelles et instinctives et on ne les contrôle pas. Elles vont surgir sans prévenir un petit peu comme le vent ou une tempête. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de contrôler le vent par exemple ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de contrôler le vent ? Vouloir les maîtriser, ce serait aussi vain que de chercher à dompter un fleuve en le contraignant dans des barrages ou en le détournant de son cours. Et c'est pourtant d'ailleurs, on voit ce que l'homme a fait et on voit aujourd'hui comment ces interventions peuvent à long terme provoquer des effets destructeurs comme les inondations par exemple. C'est la même chose pour nos émotions. Chercher à les bloquer, à les contrôler, à les gérer, ça pourrait au final créer plus de mal que de bien. Le mieux, ça va être de les écouter, de les comprendre pour éviter qu'elles ne deviennent envahissantes et faire d'elles les meilleurs guides pour notre équilibre intérieur.
Alors, l'une des premières étapes pour apprivoiser ces émotions, ça va être d'apprendre à les identifier. Et le corps, du coup, il peut être un guide vraiment précieux. On l'a vu, une émotion, ça se traduit en sensations dans le corps. Et lorsqu'on a identifié les sensations, le mental va alors nous aider à les mettre en mots et à y mettre du sens et en définir l'intensité. Par exemple, une sensation d'agitation du corps peut se traduire par un agacement, mais si cette agitation, elle s'additionne de tensions musculaires, de mâchoire qui se serre, on est peut-être un peu plus sur de la colère. Et si en plus le visage devient tout rouge et qu'on se sent prêt à bondir, alors il s'agit peut-être même de ressenti de rage. Alors, cette connexion avec le corps, c'est véritablement un outil de croissance parce que ça va nous permettre de décrypter nos émotions dès leurs premières apparitions. Pour les enfants, c'est parfois un peu difficile de pouvoir nommer les émotions. Alors, vous pouvez utiliser cette façon de faire. Plutôt que de leur demander quelle est leur émotion, demandez-leur quel temps il fait à l'intérieur d'eux. Ça peut être du soleil avec quelques nuages, il peut y avoir un orage, ça peut être une tempête, et leur montrer des fois qu'après l'orage, le soleil revient. Parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, les émotions. Une autre étape importante, après avoir identifié notre émotion, ça va être de l'accueillir avec bienveillance et sans jugement. Accueillir, ça veut dire que ce que nous voyons, ce que nous ressentons n'est ni bien ni mal, c'est simplement là. S'il pleut, vous pouvez vous dire « Ah, ça y est, encore de la pluie, moi j'avais prévu d'aller marcher en forêt, j'en ai marre de toute cette pluie. » Et là, on n'est pas dans l'accueil. En revanche, simplement se dire « Il pleut, il pleut. » Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste là. Et c'est ça l'accueil. Accueillir, c'est aussi prendre conscience que ce qui est là n'est que passager. Lorsqu'un nuage vous amène de la pluie, il est très rare qu'il vous suive partout où vous allez pendant plusieurs jours. Donc en observant nos émotions comme un témoin neutre, on va apprendre à les laisser passer et elles finissent toujours par disparaître. Prendre ce recul en accueillant nos émotions, ça va aussi nous permettre de ne pas nous identifier à elles. On a souvent tendance à nous identifier à nos émotions. Alors on va dire « je suis triste » ou « je suis en colère ». Et en faisant ça, on devient la tristesse, on devient la colère, on l'incarne pleinement et en fait elle prend toute la place dans notre identité. Alors que la réalité serait plutôt de dire « je me sens triste » ou « je ressens de la colère en moi ». Ce simple exercice de dénomination et de modification de la façon dont vous allez parler de vos émotions, ça peut apaiser l'esprit et créer une certaine distance, un peu comme si en nommant l'émotion, on pouvait mieux la canaliser et la laisser partir. Ça permet de prendre du recul, d'observer l'émotion comme quelque chose qui va être transitoire et non comme une partie intégrante de soi. Parce que si vous imaginez faire disparaître quelque chose que vous êtes, en disant je suis triste ou je suis en colère, ça revient à dire que vous voulez mourir. Et là, il y a de fortes chances que tout votre être lutte contre cette idée et qu'il ait du mal à se libérer de l'émotion. En revanche, se débarrasser de quelque chose que l'on a et qu'on ne souhaite plus, c'est beaucoup plus facile. Donc dire j'ai de la tristesse ou je ressens de la tristesse. Donc vous voyez, en nous détachant, on peut donner de l'espace nécessaire pour analyser, comprendre et finalement libérer l'émotion. Comme nous l'avons vu avant, nos émotions, elles ont toujours quelque chose à nous dire et elles nous racontent toujours une histoire. Et si on n'écoute pas ces messages, elles reviennent frapper à notre porte jusqu'à ce qu'elles soient entendues. Ignorer une émotion, c'est un peu comme refuser de laisser rentrer quelqu'un qui insiste pour écouter ce qu'il a à nous dire. Il va finir par passer par la fenêtre et par s'installer dans notre espace intérieur. Les émotions non reconnues, elles font pareil. Elles s'installent à notre insu et elles vont créer des tensions, des blocages qui vont affecter notre bien-être et on n'en aura même pas conscience parce qu'en fait, on ne les aura pas écoutées. Donc, écouter une émotion, c'est la manière de faire de l'espace en nous et de leur permettre de livrer leur message. Et une fois qu'elles ont livré le message, bien souvent, vous verrez, elles finissent par s'en aller. Et en plus, le message qu'elles viennent nous livrer peut être une vraie aide dans notre quotidien. Parce que chaque sensation physique va être liée à une émotion, ça peut devenir un code personnel, comme un signal que le corps nous envoie pour nous aider à mieux nous comprendre. Parfois, une colère qui va être passagère, elle va cacher un besoin de reconnaissance. Une tristesse, elle peut signaler un besoin de réconfort. Et en prenant le temps d'écouter nos émotions, on va découvrir les besoins profonds qui les sous-entendent. Pour prendre un exemple, en ce qui me concerne, mon corps va m'indiquer que la situation, la personne qui est en face de moi ou même moi-même ne me respecte pas. Et là, à ce moment-là, je vais ressentir en fait un nœud au plexus solaire. Si en revanche, je sens plutôt une oppression au niveau de la poitrine, c'est qu'en fait, je suis plutôt touché dans une blessure émotionnelle. Et du coup, ce langage codé avec mon corps, ça va m'apporter une vraie chance de savoir comment je peux travailler et libérer l'émotion reçue. Parce que si c'est la situation qui ne me respecte pas, ou la personne en face, à ce moment-là, je vais pouvoir réagir pour prendre ma place. En revanche, si c'est plutôt une blessure, du coup, ça veut dire que c'est à moi de la travailler et de savoir quelle est cette blessure.
Après, connaître ses propres émotions, ça va aussi nous permettre de ne pas absorber celles des autres. Parfois, on va se retrouver stressé, angoissé, sans raison apparente, alors qu'il est possible que nous ayons simplement capté les émotions d'une autre personne. Si par exemple le matin vous vous levez, vous êtes serein, détendu, et qu'après vous arrivez au travail, et qu'après 1 heure de travail, vous ressentez des tensions, vous vous sentez pas bien, et c'est totalement inexpliqué parce qu'il n'y a absolument rien qui justifie ça, et ben il se peut très probablement, voire même très certainement, que ça provienne d'un collègue ou d'une personne voilà, dont vous avez capté les émotions. Et là, si vous n'aviez pas fait le point sur quelles étaient vos émotions avant, bah vous pouvez vous identifier complètement à ce stress ou à cette colère, à cette tension en fait qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que connaître nos propres émotions, ça va nous permettre de pouvoir les différencier des autres et ça va nous aider surtout à poser des frontières émotionnelles et ne pas prendre sur nous ce qui ne nous appartient pas. Après, il y a aussi certaines émotions qui ont des connotations plutôt négatives. Par exemple, on dit ce n'est pas bien d'être en colère, ou encore la tristesse, qu'on ne l'aime pas par rapport aux sensations qu'elle va engendrer. Et bien pourtant nos émotions, et même celles que nous jugeons négatives, et peut-être même encore plus celles-là, ce sont d'immenses sources d'énergie. Parce que la colère, si elle est canalisée, ça peut devenir un véritable élan pour défendre nos convictions, réaffirmer nos limites, voire même initier un changement profond. La tristesse, elle peut nous permettre de plonger dans notre vulnérabilité et de développer du coup de la compassion pour soi et aussi pour les autres. Vous voyez, nos émotions, elles ne sont ni négatives ni positives en elles-mêmes, en fait. Tout dépend de la manière dont on choisit de les exprimer. Les émotions difficiles, même si elles sont difficiles à vivre, en réalité, ce sont des invitations à devenir plus forts et plus résilients. Elles vont nous mettre face à nous-mêmes, elles vont révéler autant nos fragilités que nos ressources. Et la douleur émotionnelle, même si elle fait peur, c'est souvent une chance qui est déguisée. Parce qu'elle va nous pousser à nous transformer, à mieux comprendre nos mécanismes profonds et du coup à pouvoir nous relever beaucoup plus conscients de notre force intérieure. Donc en prenant le temps d'écouter vraiment ce qu'on ressent, on va finir par découvrir une force qu'on ne soupçonnait même pas et ça peut devenir une véritable opportunité d'évolution. Et nos émotions, c'est aussi un puissant levier de créativité. Combien y a-t-il d'œuvres artistiques ou de chansons ou de romans qui sont nés par rapport à des émotions ? Alors quand on laisse circuler librement nos émotions, elles stimulent notre imaginaire et elles vont nous connecter à des parts de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait même pas. Elles vont pouvoir enrichir notre monde intérieur, nourrir nos rêves et parfois même elles vont nous pousser à faire des choix beaucoup plus authentiques en accord avec notre intuition, vous savez, cette petite voix que la raison ignore souvent. Donc vous voyez, les émotions, elles nous parlent souvent bien plus qu'elles n'agitent notre esprit. En fait, elles nous rappellent ce qui compte vraiment, ce qui touche à nos valeurs, à nos aspirations profondes. Elles vont nous offrir en fait un miroir de nos désirs et de nos peurs. Elles sont comme notre boussole intérieure, elles vont nous guider et nous inviter surtout à mieux comprendre et à ajuster nos actions en fonction de ce qui résonne le plus justement pour nous. Le véritable équilibre émotionnel repose donc sur une acceptation sereine de ce que l'on ressent, sans chercher à tout rationaliser. Parce que l'émotion, c'est pas un problème à résoudre, mais c'est juste un processus à traverser. Un peu comme le petit prince apprivoise le renard, nous apprenons peu à peu à apprivoiser nos émotions. Donc il ne s'agit pas de les contrôler, mais de les accueillir. Et en cessant de lutter contre elles, on va découvrir une forme d'harmonie intérieure, une paix qui ne dépend pas de l'absence d'émotions, mais de notre capacité à les accueillir pleinement. Alors heureusement, il existe des moyens pour relâcher ces tensions émotionnelles et favoriser notre bien-être global. Le premier outil, en fait, qui est accessible et qui peut être assez puissant, c'est la respiration. Pratiquer des exercices de respiration profonde ou de cohérence cardiaque, ça va permettre de calmer le système nerveux et nous aider à gérer les émotions intenses. Donc prendre le temps de respirer consciemment, c'est un peu comme un bouton pause pour le cerveau qui va apaiser l'agitation intérieure et créer un espace d'accueil pour les émotions. Après, l'activité physique sous toutes ses formes, c'est aussi un moyen génial de libérer l'énergie émotionnelle qu'on a accumulée. Que ce soit courir, danser ou même simplement faire une marche rapide, bouger, ça va déclencher la production d'endorphines notamment, qui va nous aider à réduire le stress. Donc chaque mouvement va agir comme un flux qui peut nous aider à faire circuler les émotions coincées, les alléger et les transformer en énergie positive. L'activité physique, elle va être particulièrement utile quand on sent des tensions qui s'installent dans le corps. Vous savez, un petit peu comme ce trop-plein qui a évacué, comme si vous sentez que ça va exploser à l'intérieur. Et bien alors là, c'est le signal que votre corps, il a besoin de se libérer en bougeant. Mais parfois, les sensations, elles vont plutôt appeler à des approches plus douces. Par exemple, quand on se sent sur le point d'exploser, comme on en parlait tout à l'heure, une marche rapide peut faire largement l'affaire pour se défouler.
Mais si on ressent plutôt un besoin d'introspection, de faire redescendre les choses, alors une marche lente et plutôt contemplative, alors de préférence en pleine nature, c'est souvent beaucoup plus adapté. Et parfois, il faut les deux. Il faut d'abord bouger pour évacuer un trop-plein, puis ralentir pour se recentrer. Le yoga et les étirements vont être aussi parfaits pour libérer les émotions bloquées. Ça va permettre de se reconnecter à son corps à travers différentes postures et des mouvements, et en fait de laisser les tensions se relâcher peu à peu. Le yoga, en plus de renforcer et d'assouplir notre corps, il va inviter à écouter nos ressentis, ce qui peut vraiment aider à prendre conscience de nos émotions. Les massages ou les autres thérapies corporelles peuvent être aussi essentielles pour libérer les émotions enfouies. Par exemple, grâce au toucher, on va pouvoir dénouer des tensions physiques et ressentir aussi les endroits où les émotions se sont un petit peu comme installées. Parfois, une simple pression sur un point douloureux, ça peut faire remonter une émotion qui est restée bloquée, un petit peu comme si le corps relâchait un souffle qu'il avait retenu depuis des années. La méditation, les visualisations, les scans corporels et tout ce qui va renforcer la conscience du corps sont aussi d'excellents moyens pour venir réguler nos émotions. Alors, des fois, juste en quelques minutes de méditation, ça peut suffire pour apaiser l'esprit en nous aidant à prendre du recul. Alors, les fleurs de Bach, ça peut être aussi utile pour venir stabiliser les émotions. Il existe 38 fleurs de Bach et chacune va correspondre à un état émotionnel particulier. Alors c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver, de sélectionner finalement l'état émotionnel dans lequel on est parce qu'on a justement cette difficulté à pouvoir nommer l'émotion dans laquelle on est. Mais si vous devez en avoir qu'une, prenez le Rescue. Le Rescue, en fait, c'est un mélange de 5 fleurs de Bach et il est très utile dans les cas de choc physique ou émotionnel intense. Ça apporte en général un apaisement assez rapide, alors particulièrement chez les enfants, souvent c'est très flagrant, mais malgré tout ce n'est pas une solution en soi, c'est-à-dire qu'il est toujours essentiel après d'accueillir pleinement l'émotion par la suite pour lui permettre de s'exprimer et de partir. Toutefois, les fleurs de Bach, elles peuvent vous aider quand on parlait tout à l'heure un petit peu de ce switch, quand le cerveau émotionnel va se couper du cerveau pensant, elles peuvent permettre de rétablir, en apaisant les choses, de rétablir la connexion entre nos émotions et notre cortex. Après, au-delà des fleurs de Bach, nos émotions, elles vont être influencées aussi par des processus biologiques et de la libération de certaines hormones. Et ces hormones, si on les connaît un tout petit peu, ça peut permettre de comprendre comment orienter nos activités selon nos besoins. Alors, je suis loin d'être un spécialiste, mais je vais vous les décrire brièvement. On va parler des 4 hormones du bonheur. Donc, on va commencer par l'endorphine, qui est appelée l'hormone de la relaxation et de l'euphorie, celle qui calme les douleurs aussi, et qui va se libérer essentiellement lors de l'effort physique. Elle va aider le corps et l'esprit à se détendre. Après, on a la dopamine, qui est l'hormone de la récompense, qui, elle, va être libérée lors des expériences de plaisir ou d'accomplissement. Ce qui veut dire que faire quelque chose qui nous procure une satisfaction va aider à stimuler cette hormone. Après, il y a aussi la sérotonine qui régule notre humeur, et elle peut être boostée par une activité physique régulière ou par la méditation par exemple. Et enfin, il y a l'ocytocine, qui est souvent appelée l'hormone de l'amour, qui va se libérer lors de contacts physiques ou d'interactions sociales positives. C'est celle dont on parle quand on parle des free hugs, les fameux câlins. Donc en cultivant ces hormones du bien-être et à travers les différentes activités, ça peut aider à maintenir un état d'esprit plus équilibré et plus positif. Et ces petites habitudes, ça peut jouer finalement un grand rôle pour nous sentir bien au quotidien. Les émotions sont un univers complexe et fascinant. Elles sont comme des nuages dans le ciel de notre conscience. Elles apparaissent, nous traversent et finissent par disparaître. Nos émotions ne sont pas faites pour durer indéfiniment, mais pour nous transmettre un message, nous faire ressentir quelque chose d'essentiel. Apprivoiser nos émotions ne signifie pas les contrôler, mais les accepter et en tirer des enseignements. Au lieu de craindre nos émotions, nous pouvons alors les considérer pour ce qu'elles sont, des indicateurs, des compagnons, des forces vives qui participent à notre croissance. Nous comprenons alors que chaque émotion est une opportunité pour grandir, pour explorer nos besoins, nos limites, nos valeurs profondes, et qu'au lieu de des ennemis, en fait, elles sont des alliés précieuses qui, si on les écoute, vont nous guider vers une existence plus authentique. En développant ainsi notre intelligence émotionnelle, nous allons apprendre à vivre en harmonie avec elle, à faire des choix en accord avec nos valeurs et à ressentir plus de sérénité. En quelque sorte, nos émotions sont un langage intime, un guide pour mieux nous connaître et ajuster nos actions en fonction de nos aspirations profondes. Les écouter, les comprendre et les accueillir pleinement, c'est la clé pour trouver l'harmonie intérieure et nous sentir alignés avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Alors au lieu de tenter de les contrôler, faisons-leur de la place.
En accueillant chaque émotion comme un messager et en y répondant avec bienveillance, nous transformons notre relation avec nous-mêmes et par extension avec les autres. C'est peut-être ainsi finalement que l'on peut vivre plus en harmonie avec soi-même en gardant l'esprit clair et le cœur ouvert. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager avec ceux qui pourraient, selon vous, en bénéficier. Ensemble, nous pouvons apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous, dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne détiens aucune vérité, je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.